Avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019, ce coq coiffait la cathédrale. Du sommet de la flèche, il dominait l'édifice. On le croyait fondu, mais il a été miraculeusement retrouvé dans les cendres au lendemain de la catastrophe. À 90 mètres de haut, on ne voyait pas le détail. Voilà, c'est peut-être une grâce de l'incendie. On voit le coq de près. L'histoire du coq, vous savez, est passionnante. Quand Viollet-le-Duc a refait la flèche, c'est lui qui a posé le coq. Il a pris, j'allais dire, son perchoir. Et puis, en 1933, je crois, il a fallu restaurer la flèche. Et quand on a réinstallé le coq, eh bien, le cardinal Verdier a mis un petit reliquaire en plomb où il y a un petit peu de Saint-Denis, un petit peu de Sainte-Geneviève, qui sont les deux patrons de Paris, et puis un petit morceau de la couronne d'épines. Ce qui est extraordinaire, c'est quand le coq est tombé, eh bien on a retrouvé intact ces trois petites reliques qui protégeaient un petit peu la ville de Paris. À la fois, le coq a les stigmates de l'incendie et à la fois, il est un peu une espérance. Et vous voyez, retrouver le coq, ça signifiait que, eh bien oui, la cathédrale est blessée, mais elle est debout et elle restera debout. L'effondrement de la flèche de Notre-Dame de Paris est l'image la plus marquante de la catastrophe. Détruite par les flammes, elle a chuté sous les cris apeurés des Parisiens, laissant un trou béant dans la voûte. Véritable élan vers le ciel, les flèches apparaissent dès le Moyen-Âge, au sommet des clochers ou à la croisée du transept. D'où viennent-elles? Pourquoi ont-elles été construites? C'est l'affirmation d'une forme proprement occidentale. Nulle part ailleurs en Europe qu'en Europe occidentale, vous ne trouvez de flèche. La flèche, c'est quand même le seul élément totalement créé, imaginé par le Moyen-Âge. Ma conviction, c'est qu'en fait, la flèche est une anti-tour de Babel. C'est la main de Dieu, la lumière de Dieu qui descend sur les hommes. Toujours plus haute et toujours plus complexe, à quel défi technique les hommes ont-ils été confrontés? C'est quasiment un ovni gothique, c'est du gigantesque et du délicat. Là, on est vraiment dans quelque chose d'incroyable. Si nous étions en 1573, nous serions écrabouillés par sa chute, puisqu'elle est tombée verticalement à la croisée du transept. Comment les flèches ont-elles évolué au fil du temps? Au XIXe siècle, le goût néo-gothique conduit au grand retour des flèches. Viollet-le-Duc va puiser des savoir-faire dans le passé pour revigorer les savoir-faire du présent dans la perspective de penser l'avenir. Pourquoi certaines sont-elles encore rebâties aujourd'hui? La reconstruction de la flèche, c'est tout un symbole de la fierté retrouvée de Saint-Denis. Enquête sur ces sentinelles des cathédrales. Les flèches apparaissent en France à la fin du XIe siècle. Pour connaître leur origine, nous nous rendons dans l'Oise, à l'abbaye de Morienval. Devant nous, on a un chef-d'œuvre de l'architecture romane des XIe et XIIe siècles. Cette église, elle a la spécificité d'avoir 3 clochers. Un premier qui est un clocher de façade et 2 autres tours au chevet, c'est-à-dire à l'arrière de l'édifice, à l'est. Ces 2 clochers ont un couronnement en pyramide qui est le début d'une petite révolution. C'est l'évolution vers ce qui va devenir les flèches. Ce couronnement, qui, vous le voyez, est en pierre, va progressivement prendre de l'élan et s'affirmer comme un élément fondamental de l'extérieur de l'édifice. La question qui se pose, c'est quelle est la référence ? Et ces références, ce sont celles de l'Antiquité tardive, l'Antiquité chrétienne. Parmi les vestiges hérités de l'Antiquité qu'on trouve en France à cette époque, on a des mausolées gallo-romains, des mausolées de plan carré avec un couronnement pyramidal. Ce sont ces formes-là que progressivement on retrouve sur le sommet des tours romanes.
Et de placer une forme de ce type au sommet d'une tour, ça peut attirer l'attention sur la dimension mémorielle de la tour. Et on va obtenir, comme ça, un édifice qui, à l'extérieur, devient beaucoup plus signalétique. Avec la flèche, on va assister à l'affirmation d'une forme proprement occidentale. Nulle part ailleurs qu'en Europe occidentale, vous ne trouvez de flèche. La cathédrale de Chartres possède 2 flèches. L'une, édifiée à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, et l'autre, achevée 4 siècles plus tôt. Ce clocher vieux, bâti vers 1160, dépasse les 100 mètres de hauteur. C'est, lorsqu'il est achevé, la plus haute construction en Occident. Donc il y a vraiment l'idée de signaler la présence de la cathédrale dans la Beauce par un édifice repère qui signale la présence non seulement de la cathédrale en tant que cathédrale, mais aussi en tant que sanctuaire marial, puisqu'on y conserve le voile de la Vierge. C'est vraiment très émouvant d'être ici parce que on voit rarement l'envers de la flèche. De l'extérieur, on n'imagine absolument pas qu'un tel volume se trouve à l'intérieur de la flèche. On a un élancement assez incroyable. C'est sans doute un des volumes intérieurs les plus élancés qu'on puisse trouver dans un espace médiéval finalement. Et c'est ici qu'on se rend compte vraiment des moyens qui ont été mis en œuvre pour donner l'impression de légèreté et d'évidence que la flèche a à l'extérieur. Il y a une ambiguïté dans la flèche. Elle rappelle l'épisode de la tour de Babel. Cette espèce de tour géante à plusieurs étages que les hommes auraient construit dans la plaine de Babylone pour aller toucher le ciel, pour se hisser à la hauteur des dieux. La tour de Babel a été condamnée. Alors, est-ce que quand on construit une flèche, on ne va pas faire la même chose finalement? On ne va pas chercher Dieu. Ma conviction, c'est qu'en fait, la flèche est une anti-tour de Babel, puisqu'on ne monte pas dans la flèche. La flèche possède des escaliers de service, si j'ose dire, mais on n'y fait rien normalement dans la flèche. L'homme est toujours au niveau du sol. En revanche, la flèche fait descendre Dieu à lui. Donc il y a vraiment une idée dans la flèche d'un lien entre le Seigneur et les hommes. Ici, on voit très bien que la flèche est octogonale, mais sur une base de tour carrée. Et le problème était de passer du carré à l'octogone sans avoir une rupture visuelle disgracieuse. Ici, aux angles, on va développer une sorte de tourelle carrée coiffée d'une petite flèche en forme pyramidale, ce qu'on appelle un pinacle, et ça va non seulement habiller les endroits qui auraient pu être laissés vides, mais en plus épauler la flèche de manière à contenir les poussées latérales. L'octogone, c'est la rencontre du ciel et de la terre, parce que le ciel, c'est le cercle au Moyen-Âge dans les formes symboliques, le carré, c'est la terre, et quand on veut aller de la terre vers le ciel, ou bien qu'on veut montrer que le ciel vient vers la terre, pour passer du cercle au carré, on passe par l'octogone. L'octogone, c'est donc le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de la résurrection. Le Christ est ressuscité un 8e jour. C'est le moment où tout est achevé, le moment où tout est pris en Dieu, ce qui correspond parfaitement au symbole de la flèche, où tout est pris en Dieu. La terre s'élève, le 8, chiffre de la résurrection, et finalement, au terme de la progression, le 1, le point, la perfection divine. Au début du XVIe siècle, le beffroi qui surplombait la tour nord prend feu. Il est alors remplacé par un clocher en pierre, surmonté d'une flèche exceptionnelle. On va construire dans l'art de l'époque, c'est-à-dire le gothique flamboyant. Un art gothique particulièrement virtuose, particulièrement orné. Et vous voyez cette véritable dentelle de pierre qui évoque un brasier ardent. Et vous avez en plus un véritable peuple de pierre sur cette flèche nord, avec les animaux monstrueux, et puis quand même des figures d'évangélistes. La flèche a aussi pour rôle de porter le plus haut possible la croix vide parce que le Christ est ressuscité. Et au sommet de cette croix, on place parfois un soleil ou une lune justement pour montrer que l'univers entier est en quelque sorte couronné par cette croix qui est la victoire sur la mort. Les flèches des églises finissent par façonner une nouvelle image de la ville. Cette forêt de flèches qui émerge des toits, ça devait être quelque chose d'assez fantastique. La flèche donc se répand un peu partout et il y a une sorte d'émulation. D'abord on veut avoir la plus haute, ensuite on veut avoir la plus belle et puis je dirais la plus virtuose.
Au fil des siècles, les flèches deviennent des ouvrages de plus en plus complexes. Avec ses 142 mètres de hauteur, la flèche de la cathédrale de Strasbourg était considérée au Moyen-Âge comme la 8e merveille du monde. Frédéric de Genève, tailleur de pierre à l'œuvre Notre-Dame, veille sur la cathédrale depuis 22 ans. J'ai eu la chance de participer aux grands travaux de restauration de la flèche, qui étaient grandioses. Moi, j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même et surtout une sensation d'intimité aussi avec le monument, puisque là, on est seul avec la Grande Dame, qui est la cathédrale de Strasbourg, et sa flèche. Et donc là, on va poursuivre l'ascension pour atteindre le petit étage qui est à 100 mètres. Là, on est au niveau du petit étage qui coiffe la haute tour. Et là, on a une belle vue sur la voûte festonnée, dite voûte céleste. Alors, sa particularité, c'est qu'elle est composée de nervures décorées de fleurs de lys. Et ensuite, on a toute une série de petites colonnettes qui portent le premier plancher de la flèche. À ce niveau, on a les dernières statuettes en hauteur. Par exemple, ici, la représentation de Sainte Catherine, Sainte Barbe, les prophètes, le taureau, l'ourson en lien avec la constellation, la grande ours. Leurs regards sont pointés vraiment vers le centre de cette voûte céleste, en hommage au divin. Au XVe siècle, Jean Hultz, le maître d'œuvre, réalise un exploit architectural. C'est un système constructif qui est très innovant. Il faut savoir qu'on a des contraintes climatiques assez importantes. On est à plus de 100 mètres. Il y a des vents forts, des risques de tempête. Et donc, elle est totalement évidée pour que les vents forts soient traversants. C'est pour ça qu'on a vraiment cette légèreté de la structure qui apporte toute l'élégance de la flèche. Pour la maintenir, des barres métalliques ceinturent l'ensemble. Et pour rendre la flèche plus gracieuse, l'architecte de l'époque a une idée très originale. La particularité, c'est qu'on a 8 arrêtiers coiffés de 8 escaliers. Et ces escaliers desservent la totalité de la hauteur. Donc à Strasbourg, par rapport aux cathédrales gothiques, au lieu d'avoir un escalier central, on en a 8. Ce qui en fait une flèche unique. On peut dire que c'est un ovni gothique. Et là, ça y est, enfin on est arrivé au cœur de la flèche. On voit cette transparence qui est remarquable. Et puis ensuite, on a la possibilité de gravir les 40 mètres de hauteur en empruntant des 8 escaliers qui ceinturent la flèche. Faut pas avoir le vertige, j'ai un peu l'habitude. Il y a des sensations quasiment comme en alpinisme. Voilà, c'est une ascension, quoi. Là, on est dans la corbeille et il nous manque peu de distance pour toucher le paratonnerre. On a un aperçu à 360 degrés de toute la plaine d'Alsace. On peut observer le peuple des fourmis tout en bas. On a à cœur de retransmettre cette cathédrale, cette flèche à nos enfants, parce qu'il y a un attachement profond des Alsaciens à ce monument emblématique qui est unique en Europe. Parfois, les hommes ont voulu aller trop haut. La cathédrale de Beauvais et sa flèche aujourd'hui disparue est le symbole d'une ambition démesurée. Nous sommes sur une des collines qui entourent la ville de Beauvais. Au premier plan, vous avez la paroisse Saint-Étienne. Et au second plan, derrière, vous avez l'énorme cathédrale de Beauvais. Bien sûr, elle est inachevée, mais c'est le plus haut édifice gothique d'Europe. Et il faut imaginer de surcroît que, alors que la cathédrale elle-même fait, avec le toit compris, plus de 50 mètres, il y avait au-dessus de la croisée du transept une flèche qui faisait 150 mètres, 2 fois la hauteur en plus. C'était la plus grande flèche de la chrétienté. Édifiée en 1568, cette gigantesque flèche s'effondre 4 ans plus tard. Elle est remplacée par un petit clocheton. Elle est tombée tout verticalement, elle a défoncé évidemment
La voûte de la croisée du transept qui se trouvait en dessous d'elle, elle n'a pas en fait détruit la cathédrale, elle aurait pu, vu sa taille, et elle n'a fait aucune victime, ce qui a été considéré à l'époque comme un miracle. La chute de la flèche de Beauvais a été interprétée comme une sorte de punition du péché d'orgueil collectif de l'évêque et des bourgeois de Beauvais qui voulaient se hausser le col et avoir la plus haute tour d'Europe. Je crois que l'interprétation est un peu plus subtile. La flèche est construite pile au moment du concile de Trente, c'est-à-dire dans un mouvement de réforme et de renaissance religieuse qui embrasse toute l'Europe. Peut-être les bourgeois de Beauvais ont-ils effectivement voulu trop en faire. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas de l'orgueil, c'est plutôt de la précipitation, c'est plutôt de la hâte. Mais on ne peut pas punir quelqu'un qui se hâte d'aller vers le Seigneur. Le portail du transept sud de Beauvais est strictement contemporain de la flèche. Il a été construit 3 ans avant. Et il donne une excellente idée de ce que pouvait être la flèche de Beauvais. On voit que cette façade est très ornée, très sculptée, très verticale. C'est les mêmes architectes, donc la flèche avait le même décor, c'est un décor gothique flamboyant. On voit très bien les pinacles de part et d'autre du portail qui sont autant de flèches miniatures, et puis les 2 tours d'escalier de part et d'autre qui sont finalement des petites flèches en elles-mêmes et qui évoquent la grande flèche. La flèche de Beauvais était une flèche lanterne, c'est-à-dire que non seulement il y avait ce grand édifice de pierre, mais qu'en plus on pouvait le voir de l'intérieur. Et on la voyait au travers d'un grand oculus, d'un grand rond percé au milieu de la voûte. Tous les ans, à la Pentecôte, on lâchait depuis l'oculus des petits bouts de tissu de couleur rouge qui symbolisaient la descente de l'Esprit Saint sur les fidèles. C'est assez typique de la fin du Moyen-Âge, et on imagine les fidèles se précipitant pour attraper ces petites flammes symboliques tombant depuis l'oculus de la flèche de Beauvais. C'est une des rares flèches qui servait réellement dans la liturgie. Une autre flèche va bientôt s'élancer à nouveau vers le ciel, celle de la basilique de Saint-Denis. Les vestiges des flèches précédentes sont conservés dans cette réserve archéologique. Alors là, ce sont clairement des pierres médiévales. Comment ça fonctionnait? On a la partie fleuron qui s'emboîtait avec un tenon sans utilisation de fer. Ouais, pour éviter que la foudre s'abatte à nouveau sur la flèche. Ouais. La première flèche de la basilique a été édifiée au XIIIe siècle. Elle a été entièrement restaurée au XIXe siècle, mais à nouveau démontée quelques années plus tard par mesure de précaution. Ces pierres sont extrêmement précieuses pour nous, en particulier les pierres du 19e, puisque ce sont les témoins archéologiques de la conformité de la reconstruction de la flèche que nous allons engager, puisque ce que nous reconstruisons, c'est la flèche de 1837, celle dont nous avons tous les plans. C'est parce que la flèche existait qu'on l'a reconstruit. C'est la reprise d'un chantier qui a été interrompu en 1846. Les archéologues mènent l'enquête pour connaître l'histoire de ces pierres. Elle était placée où, celle-là? Elle était dans un clocheton latéral de la flèche. C'est probablement une pierre de restauration parce que c'est pas le même matériau. Là, on voit une trace de ripe, qui est un outil à dents qu'on tire sur la pierre, et qui n'est pas encore utilisé au XIIIe siècle, par contre, qui devient un emploi assez courant au XIXe siècle. L'analyse des pierres nous permet de savoir de quels matériaux elles étaient faites, et donc on sait maintenant dans quelle carrière on va aller se fournir pour qu'on puisse avoir des pierres qui vont vieillir exactement de la même façon que vieillissent les pierres d'origine. L'enjeu du projet, c'est d'avoir une flèche qui est tellement conforme à ce qu'elle était qu'on ne fasse pas la différence entre les pierres neuves et les pierres anciennes. Ça fait 176 ans que la basilique de Saint-Denis attend de retrouver sa flèche. Elle n'a plus sa symétrie d'origine, ce qui lui vaut parfois ce surnom de cathédrale borgne à Saint-Denis. On peut voir sur ce plan le projet de reconstruction de la flèche de la basilique qui commence d'abord par une reconstruction du clocher nord, puis de la flèche qui s'élèvera à près de 90 mètres. Saint-Denis, c'est 100 fois moins de visiteurs que Notre-Dame, alors que l'intérêt de la basilique de Saint-Denis n'est évidemment pas 100 fois inférieur à celui de Notre-Dame.
La révolution du gothique, c'est à Saint-Denis qu'elle s'est opérée. Ce haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge est aussi la dernière demeure des rois et reines de France. Là, on est dans les parties hautes de la basilique. Ici, on est au cœur du clocher nord et que ça s'élèvera à peu près à la même hauteur que le clocher sud qu'on voit juste à côté. La ville de Saint-Denis est parfois stigmatisée. La reconstruction de la flèche participe aussi au développement du rayonnement de la ville. Cette invitation à lever les yeux vers le ciel, à redresser la tête. Quand on est un habitant de Saint-Denis, c'est un de ces symboles de cette fierté retrouvée. À la Renaissance, les flèches disparaissent. Elles sont remplacées par des coupoles et des lanternons. Au XIXe siècle, le goût néo-gothique conduit au grand retour des flèches. Elle est à la fois la flèche imaginaire des dessins de fantaisie, des dessins de Victor Hugo par exemple, la flèche historique dont parle le même Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris, et puis ça devient petit à petit des flèches réelles que les architectes réalisent sur les édifices. Ce retour au Moyen-Âge, il est culturel et politique. Et en particulier la monarchie de Juillet en France à partir de 1830, saisit l'opportunité d'être légitimée par l'histoire. Donc le Moyen-Âge est réincorporé au grand moment de l'histoire de France. En 1843, lorsque Viollet-le-Duc et la Suze débutent la restauration de Notre-Dame de Paris est privée de flèches depuis la Révolution. Alors à la Révolution, la flèche, au même titre que l'ensemble de la cathédrale Notre-Dame, est en très mauvais état. Dans les années 1790, il faut en définitive l'abattre. Elle n'est pas détruite pour des raisons idéologiques. Elle est détruite pour des raisons véritablement de structure et technique. Viollet-le-Duc veut restituer la flèche parce que c'est une question d'harmonie du monument. Sans flèche, elle est atrophiée. La cathédrale perd sa force visuelle. Précédemment, il y avait une flèche, certainement érigée au XIIIe siècle, dont il restait de nombreuses gravures, dessins, et surtout, il restait la souche de la flèche, c'est-à-dire la partie inférieure de la charpente, qui était donc sous les combles, qu'il a pu étudier, dessiner, analyser pour s'en inspirer, afin de restituer quelque chose qu'il estimait probable et qui fut sa flèche personnelle. Eugène Viollet-le-Duc innove avec ses 12 apôtres qui ornent la base de la flèche. Ce qui est intéressant dans les gradins des apôtres et des évangélistes, c'est que certes c'est une proposition nouvelle qui nous explique comment il a conçu sa flèche. Cette manière de bâtir qu'il emprunte à l'esprit médiéval est un beau compromis. C'est-à-dire que c'est ni totalement nouveau, ni totalement ancien. Viollet-le-Duc ne voit pas les choses comme un retour en arrière. Viollet-le-Duc va puiser des savoir-faire dans le passé pour revigorer les savoir-faire du présent dans la perspective de penser l'avenir. Les statues qui entouraient la flèche ont été démontées 4 jours avant l'incendie pour être restaurées. Elles sont actuellement conservées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Les sculptures étaient devenues vertes, c'est du cuivre, donc ça s'oxyde. Elles ont donc été entièrement reprises, les feuilles de cuivre démontées, traitées, l'armature également consolidée. Et on les a repatinées, c'est-à-dire qu'on leur a redonné la couleur voulue initialement par Viollet-le-Duc. Parmi les apôtres, saint Thomas est représenté sous les traits de l'architecte. Il a son regard tourné vers sa flèche. Et là, c'est pas tant un attribut de saint Thomas qu'en fait la règle de l'architecte, la règle de Viollet-le-Duc, qui montre ce lien très très fort qu'il y a entre Viollet-le-Duc, l'homme qui a fondé la doctrine de la restauration des monuments historiques en France, qui contemple sa flèche et qui pour l'instant est présenté dans le musée qu'il a lui-même créé. Donc il y a quelque chose d'assez touchant dans ce qui se vit ici. Après l'incendie, des architectes font des propositions pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris. Mais à l'été 2020, on décide finalement de la refaire à l'identique. La flèche de Viollet-le-Duc, c'est non seulement un chef-d'œuvre au niveau du style, au niveau des ornements. Elle a résisté pendant 150 ans, elle a même résisté pendant sa construction à un ouragan, et elle a parfaitement tenu. Elle a été doublée, boulonnée au moment de sa construction. Nous allons la doubler et la boulonner, tout comme Viollet-le-Duc l'a fait. C'est un élément architectural qui est suffisamment lourd pour justement ne pas risquer de s'effondrer comme toutes les flèches à un moment donné. Donc c'était important
de pouvoir construire cette flèche à l'identique d'un point de vue simplement structurel et d'un point de vue même, on va dire, œuvre de Viollet-le-Duc. C'est en juillet 2023 qu'on verra commencer à s'élever dans le ciel de Paris la flèche de Notre-Dame. Quand vous regardez l'un des plus beaux paysages urbains du monde, c'est-à-dire que vous rentrez dans Paris, vous tombez tout de suite sur le chevet de Notre-Dame et ses 2 tours et cette flèche. Je crois que sa reconstruction va être le symbole de la résurrection de Notre-Dame.